Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici ce soir sur ce panel. Donc, je suis Lucie Daniel, experte plaidoyer pour l'association Equipop, qui est une association féministe et de solidarité internationale. On compte effectivement pas mal de jeunes chez nous. On a notamment un groupe de jeunes bénévoles qui s'est monté. Mais bon, en dehors de ça, ça reste une association assez intergénérationnelle. Et bien noté, on sera ravis de travailler davantage avec la chaire santé sexuelle de l'UNESCO dans les mois qui viennent. Donc, on m'a chargé de faire une intervention assez courte, je crois, de 5 minutes. Donc, je vais essayer de tenir dans les temps. Et je voulais simplement très rapidement apporter peut-être quelques commentaires sur le rapport, vous expliquer comment ce rapport fait écho aussi au travail qu'on mène chez Equipop, qui est un travail en partenariat avec UNFPA depuis de longues années. Donc, ce que je voulais proposer peut-être comme angle d'attaque, effectivement, ça a été cité par Diéné Keita, on va l'année prochaine célébrer les 30 ans de la conférence internationale population et développement, donc appelée la conférence du Caire. Et c'est l'occasion, à mon sens, de revenir un petit peu sur l'évolution des discours, des approches en matière de santé sexuelle et reproductive depuis ces 30 dernières années, puisque cette conférence a été particulièrement importante à ce sujet, et elle a d'ailleurs été même consubstantielle d'Equipop, puisque notre organisation a été créée dans la perspective de cette conférence, donc dans les années 90. Ce qui était assez remarquable au Caire en 1994, c'est que effectivement la communauté internationale s'est mise d'accord pour l'adoption d'un programme d'action qui a introduit un véritable changement de paradigme en matière de politique de développement qui se basait dorénavant sur le libre choix et le bien-être des individus dans un contexte où c'était plutôt effectivement les approches démographiques qui dominaient la conversation au niveau international. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, ces approches basées sur le droit, c'est vraiment l'approche qui est défendue dans le rapport de UNFPA et qu'on soutient aussi chez Equipop. Le rapport souligne notamment rappelle que les droits et libertés de choix des femmes et des filles ne doivent pas être une fin en soi, c'est-à-dire que ça ne doit pas servir sont une fin en soi, excusez-moi, et donc ils ne doivent pas servir d'autres objectifs ou être instrumentalisés pour d'autres causes. Donc, ce qui s'est passé en 1994, c'est que les droits reproductifs ont été reconnus pour la première fois comme des droits humains et la communauté internationale a pris un certain nombre d'engagements, notamment pour garantir l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive d'ici 2015. Et fait majeur également, les avortements à risque ont été considérés comme un problème de santé publique et il a été reconnu que toutes les femmes devaient bénéficier de soins post-avortement, quelle que soit la législation en vigueur. Donc, voilà quelques points qui étaient vraiment historiques à l'époque, qui ont présenté une vraie révolution. Et cette conférence a été suivie l'année suivante par la conférence de Pékin, que vous connaissez également, qui, elle, a reconnu le droit des femmes à être maîtresses de leur sexualité. Là aussi, une formulation qui avait beaucoup de poids à cette époque-là. Et on dit souvent d'ailleurs aujourd'hui dans les instances multilatérales qu'on aurait bien du mal à renégocier ce type de texte connaissant le contexte géopolitique actuel. Donc, ce que je trouvais intéressant, c'était aussi de faire peut-être un petit parallèle avec l'évolution de l'approche française sur ces questions, puisqu'on a eu donc cette conférence importante en 1994, mais l'évolution après des pratiques, des politiques a été très, très lente, puisque en fait, il aura fallu attendre plus de 20 ans pour que ces approches basées sur les droits, par exemple, fassent leur chemin dans les institutions françaises. La France est dotée d'une stratégie droits humains et développement en 2018. Elle s'est dotée d'une stratégie sur les droits et la santé sexuelle et reproductive en 2016, qui est en cours de renouvellement. Et elle a nommé cette année son premier ambassadeur aux droits des personnes LGBTI+. Donc, on est effectivement dans une évolution positive sur ces questions, mais qui prend bien entendu beaucoup de temps. Et vous avez aussi sans doute remarqué que la question de la natalité a ressurgi récemment en France,
mais elle a ressurgi de la bouche d'élus du Rassemblement national et dans une logique typiquement de considérer les femmes comme des usines à bébés, puisque c'était plutôt un argument qui a été utilisé sous couvert de sauver le système des retraites, mais qui était surtout une façon pour le pour le Rassemblement national d'avancer son projet nataliste, dont on connaît voilà, les tenants et les aboutissants. On est aussi en ce moment dans une phase de débat autour de la constitutionnalisation de l'IVG en France. Là aussi, quelque chose de très positif, mais on a vu au sein du Sénat et ailleurs qu'on se heurtait encore à de grandes résistances sur ce sujet-là et que c'était loin d'être acquis. Donc c'est un combat qu'on continue à mener, Equipop et d'autres associations qui travaillent sur ces questions depuis longtemps. Et ce que je trouvais aussi intéressant à noter, peut-être pour animer la conversation, c'est voir dans quel contexte aujourd'hui on pousse cet agenda, un contexte qui est marqué par une forme de backlash contre les droits des femmes et des personnes LGBTI+. Donc ce sont voilà, des attaques répétées de mouvements divers et variés, très hétéroclites, comme on l'a souligné. Des alliances un petit peu improbables se forment contre les droits des femmes, entre une multitude d'États conservateurs, des groupes religieux fondamentalistes, certaines mouvances aussi d'extrême droite, et qui sont très généreusement financées dans le monde. Donc c'est vraiment l'opposition, une opposition qui est très internationalisée depuis les années 90 et qui est extrêmement active dans les instances multilatérales, à la Commission sur le statut des femmes, bien sûr, mais aussi dans d'autres instances qui jusqu'ici passaient peut-être un peu sous le radar des mouvements anti-droit parce que considérés comme plus techniques. Je pense par exemple à l'Organisation mondiale de la santé qui doit faire face à une opposition assez forte sur un certain nombre de sujets. On a tous et toutes en tête, cette année, on célèbre l'anniversaire du mariage pour tous en France et je pense qu'on a encore tous en tête ces folles rumeurs qui avaient été diffusées sur les standards de l'OMS en matière d'éducation sexuelle et les attaques répétées qui avaient été faites contre cette agence onusienne. Donc voilà un peu le contexte dans lequel nous opérons avec nos partenaires. Et face à ça, donc on a réfléchi à un certain nombre de recommandations qui pouvaient être faites au gouvernement, et notamment au gouvernement qui, comme la France, revendique aujourd'hui des politiques étrangères féministes. Il y a en bref trois piliers, trois axes d'intervention. Le premier, c'est d'augmenter le financement pour les mouvements et les associations féministes, puisque ce sont vraiment les actrices de première ligne pour justement faire avancer cet agenda avec nos alliés de l'ONU et d'autres agences, cet agenda pour les droits et la santé sexuelle et reproductive. Et ce sont des organisations qui sont largement sous-financées aujourd'hui dans le monde. Il y a tout un enjeu autour de la protection des activistes féministes qui font face, elles aussi, à des attaques répétées. Hier après-midi, Equipop était au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, justement pour discuter du renouvellement de la stratégie internationale égalité femmes-hommes de la France. Et ça, c'est un sujet qui est remonté de façon très, très, très forte. Et enfin, il y a également un enjeu diplomatique. Donc, la nécessité pour la France et d'autres pays alliés de mobiliser tous leurs leviers diplomatiques pour faire peser justement cet agenda dans les instances multilatérales dont j'ai parlé, et bien sûr la nécessité aussi d'augmenter leur soutien aux agences onusiennes qui travaillent sur ces questions-là. Donc, je voulais vous citer quelques recommandations et puis il y a aussi, je pense, puisqu'on est dans une école de médecine, toute une réflexion à avoir sur le fait de pousser pour ces approches féministes en santé sexuelle et reproductive. Je vous remercie.